Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Écran Vert. Nous sommes dans la province de Mai-Ndombe qui se présente actuellement comme la terre d'avenir parce que cette province regorge aussi d'importantes forêts en République démocratique du Congo, une province forestière qui bénéficie actuellement de la présence de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame F. Bazaïba, que nous recevons dans quelques instants. Bonjour Excellence. Bonjour Madame la journaliste. Comment vous vous sentez en forêt et plus précisément dans le Mai-Ndombe? Vraiment, je suis dans mon assiette. Je suis née au village, moi. Je suis née au village, dans la forêt, même pas dans un hôpital. Comme ça, on avait pris les feuilles de bananiers et c'est là que ma mère m'avait accouché. On comprend que ça fait revivre plusieurs souvenirs. Tout à fait, beaucoup de nostalgie. Je me retrouve, quand je regarde les enfants circuler, passer, l'environnement de ce village, ça me plaît. Et puis c'était dans ces mêmes cadres que j'étais né. Il y a la forêt et puis il y a le fleuve. C'était le fleuve, ben ici c'est le lac. Alors je disais que la province de Mai-Ndombe se présente comme étant la terre d'avenir parce qu'elle regorge aussi des forêts importantes en République démocratique du Congo. Vous y êtes pour quelle fin? Bon, je suis venu ici évidemment par rapport à mes responsabilités en tant que ministre en charge de l'environnement et développement durable. Nous avons un projet ici dans les Mai-Ndombe depuis quelques années. C'est le projet pilote en fait pour le paiement des services environnementaux, notamment le marché carbone, c'est-à-dire la valorisation de notre potentiel forestier. Expliquer à la population la conservation, l'importance de la conservation pour en échange obtenir le marché de crédit carbone. Comme vous le savez, vous avez parlé de Mai-Ndombe comme étant une terre d'avenir par rapport à ces forêts. Effectivement, le Mai-Ndombe se trouve dans la République démocratique du Congo où nous avons environ 62% des forêts tropicales humides qui constituent les forêts tropicales humides du bassin du Congo. Si le bassin du Congo en a 268 millions, je pense, d'hectares, la RDC c'est 155,5 millions, n'est-ce pas? En plus de ces forêts tropicales humides, nous avons aussi d'autres zones humides, marécageuses qu'on appelle tourbières et aussi des mangroves. Alors, sans oublier les forêts clairsemées des Miombo qui se trouvent au sud de la RDC vers le Katanga, le Grand Katanga. L'ensemble de ces forêts en Afrique, nous en avons 67%. Alors aujourd'hui, la RDC est déclarée pays solution face au réchauffement de notre planète parce que les scientifiques ont clairement dit la seule solution pour juguler ces dérèglements du climat, la solution est basée sur la nature. Mais qu'est-ce qu'elle gagne en retour? Ce que nous gagnons en retour, en termes de ça, mais c'est ce que je vous ai dit, marché de crédit carbone. D'abord, lorsqu'on dit la solution basée sur la nature, c'est-à-dire les forêts, pourquoi? Parce que les forêts rendent un service écosystémique pour aider à absorber, il y a l'absorption, la séquestration des pollutions, les zones humides, les tourbières, le stockage donc de ces CO2, les pollutions, il s'agit des gaz à effet de serre. Alors, ce que nous gagnons dans les forêts, c'est justement l'alternative qu'on a demandé au vécu quotidien de la population. Parce qu'on dit protéger les forêts, gérer durablement les forêts, c'est-à-dire changer nos habitudes. Ne plus dans l'agriculture
utiliser l'un des moteurs de déforestation, l'agriculture itinérante sur brûlé. Parce que nous, ici, bon, vous regardez tout autour de moi, pour cultiver les maïs, vous faites comment? Les arachides, vous faites comment? Les maniocs, il faut couper, brûler, défricher et tout, et maintenant planter. Alors, aujourd'hui, nous avons appris que ces procédés-là, ce sont des procédés qui détruisent les forêts. Doublement d'ailleurs, parce que quand vous coupez, vous faites rater une opportunité d'absorption des pollutions, et quand vous mettez du feu, avec cette combustion, vous dégagez les dioxydes de soufre et du coup, nous perdons aussi. Alors, on nous dit de ne plus utiliser à outrance les bois comme énergie. Nous devons changer des habitudes. Quelle est l'alternative que nous devons avoir? Parce que nous utilisons les bois en tout et pour tout. Nous sommes nés dans la forêt, nous vivons de la forêt. C'est grâce au bois que nous vivons à la naissance jusqu'à à la fin de nos jours, à la vieillesse. Tout au long de notre vie. Le bois nous accompagne, ma chère. Vous savez, quand moi je suis née, ma mère avait besoin d'une table d'accouchement, mais on avait mis les feuilles de bananier, c'est la forêt. Et puis après, on avait besoin de l'eau chaude, les mortiers, les pilons, tout ce qu'il y a comme ustensiles de cuisine que nous utilisons. À l'éducation, oui, c'est la forêt. La pirogue, vous voyez les pêcheurs ici, ils utilisent la pirogue et les pagaies. Nous avons besoin de mortiers et de pilons. Tout ce qu'il y a comme charpente de notre maison, nous avons besoin des bancs, nous avons besoin des tableaux. Et à notre âge de vieillesse, on a besoin d'une canne, c'est la forêt, et à la mort, on a besoin de cercueils pour nous enterrer. Alors maintenant, nous devons changer ces habitudes-là, je voudrais dire, pour lutter contre la déforestation. Et c'est là où nous avons ensemble, l'humanité a eu cette trouvaille-là de compensation qu'on appelle marché crédit carbone. C'est-à-dire les services rendus par nos forêts, l'absorption de ces quantités de pollution sont quantifiées, comptabilisées, chiffrées, et en échange duquel on donne une quotité. Ça dépend du prix de la tonne de carbone pour des ouvrages sociaux en faveur de la population. On va prendre le premier élément qui nous fait découvrir ce que c'est le projet RED+ Mai-Ndombe. Une partie de ses réalisations se retrouve juste après. Éco-découverte. L'idée pour les cages flottantes, c'est de pouvoir élever les poissons dans leur propre milieu. Donc on a pris les poissons qu'on a capturés en Mbandaka, qu'on a mis ici. Il y a aussi des poissons qui sont venus du Bas-Congo. Malheureusement, quand on a mis les poissons du Bas-Congo ici, ils sont tous morts le jour suivant. Oh, ils n'ont pas pu? Ils n'ont pas pu résister. C'est parce qu'il y a une différence de l'acidité de l'eau. Oui, le pH est ici très acide. Nous allons, on va atteindre jusqu'à un pH de 4 pendant la saison sèche. Et pendant la saison de pluie, il y a dilution. En ce moment-là, le pH va varier, va aller jusqu'à 5,6, sans vraiment atteindre même 6. Expliquer bango basali musala malamu yo mokolomboka oyebisanga eloko nini ocomprendre awo na comprendre era Congo bankoko na biso baonaki koyebisa biso ke nyama ekosila balobi mbisi ekosila bongo tosala mwa biloko moko lokola biziba totiaka bambisi ke tobokolo yango mais era Congo pe ide kaka oyo bankoko bayebisaki biso era Congo bapesi biso bizibo oyo ke to mekanano kobokolo mbisi soki ekobonga mais siko pe namoni ke ok epa na ngai. Le lac Mai-Ndombe ici, ces ressources sont vraiment menacées. Mais il n'y a pas assez de projets. Mais ailleurs, on voit des projets, mais c'est Era Congo qui est en train vraiment de faire quelque chose pour notre province, surtout pour les lacs ici, maman. En tout cas, soyez notre ambassadrice, faites quelque chose pour les lacs Mai-Ndombe. Et puis, pensez aussi à ces ressources ichthyologiques qui sont actuellement menacées, maman. Madame Eve, il est vrai que la République démocratique du Congo rend des services écosystémiques à toute l'humanité, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre que ce que le pays reçoit est à la hauteur
du service rendu? Je crois que c'est un projet pilote. Nous sommes en train d'aller petit à petit de manière crescendo. Au début, lorsqu'on avait commencé ce projet, bon, dans le cadre de partenariat public-privé, il faut le dire, c'est une entreprise des Congolais qui ont étudié au Congo, ensuite sont allés spécialiser à l'étranger. Ils sont revenus pour implémenter ces projets au niveau de ERA Congo qui travaille avec WWC. Ce sont les fils de ces pays, en l'occurrence le professeur Jean-Robert Wangoi et son collègue le professeur Lumbwenamo qui sont venus, et puis le gouvernement congolais leur a donné cette opportunité d'expérimenter cela. Et à notre avènement, nous sommes venus booster. Ils ont commencé à vendre les crédits carbone, par exemple, les premières ventes c'était à $2,5 la tonne. Et la Banque mondiale est venue nous encourager à acheter le double du prix à $5, même si à ce stade la Banque mondiale n'a pas encore décaissé. C'était plus ou moins combien de tonnes que la Banque... C'était 11 millions de tonnes que la Banque mondiale avait acheté. À $5 la tonne, ça fait 55 millions que nous attendons encore de la Banque mondiale. Et pourquoi les décaissements traînent? Bon, pourquoi les décaissements traînent? Moi, je pense c'est à leur niveau, parce que je ne cesse de faire le plaidoyer pour que cela arrive. Et après la troisième vente, nous l'avons fait avec les privés. Nous avons vendu une partie à $7, une autre partie à 17 et même quelques parties à $17,5. Ça a permis quand même de faire avancer les projets. Vous savez, l'avantage que nous avons de la commodité de crédit carbone, c'est que lorsque l'investisseur arrive, il dépose 25% de son fonds d'investissement d'abord à la communauté locale pour la construction des ouvrages que vous avez découverts ici à Mai-Ndombe, dans les territoires de Inongo, dans différents villages où nous avons tourné. Vous avez vu les écoles étaient construites, les forages d'eau, vous avez vu les centres de santé, les hôpitaux qui n'ont rien envié avec les hôpitaux de la capitale, hein, parce qu'il y a l'imagerie médicale, il y a d'abord déjà dans la réception, vous sentez que vous êtes à l'aise, vous êtes sauvé. Et moi-même, je suis allé découvrir que j'avais la possibilité de faire des examens de labo que j'ai toujours fait dans d'autres pays étrangers. Les dosages hormonaux, ce n'est pas la porte à côté, mais je les ai trouvés au village, à Ibali. Et ça, on est dans le Mai-Ndombe. Ça, c'est une fierté. Mais vous avez eu également la chance de comparer quand même l'ancien centre de santé dans lequel les soins étaient administrés aux populations et l'actuel qui devient désormais opérationnel. Je vous dis, qu'est-ce que vous avez tout de suite senti? Il n'y a pas photo, même une porcherie n'est pas comme ça. Je suis à Lombe ici, je suis allé voir une porcherie, je me suis dit, mais ça c'est pas une porcherie, je préfère venir dormir ici, c'est un hôtel de 5 étoiles. Alors maintenant, lorsque j'ai vu les centres de santé qu'il y avait avant à Ibali, où j'ai dit, même un poulailler ne peut pas être comme ça, mais c'est là où il y avait une maternité. C'est là où, non, c'est difficile. C'est pourquoi, grâce à ces projets, on fait d'une pierre plusieurs coups. Nous atteignons 4, 5, 6, 10 même objectifs de développement durable. Ça permet de lutter contre la pauvreté parce que là, tous ces projets amènent de l'emploi, lutter contre la faim parce qu'il y a même l'accompagnement agricole avec l'agroforesterie, une agriculture résiliente, avec un petit lopin de terre dans les janchères. Vous allez avoir un rendement plus que ce que vous deviez avoir avant. Ça permet même de diminuer la pression sur la forêt primaire. Et on a aussi l'accès aux soins de santé, comme je vous ai dit. Il y a l'autonomisation de la femme, parce que dans tous ces projets ici, qui est holistique en fait, et les hommes et les femmes travaillent dans les projets, trouvent leur gain de cause. Et l'éducation, ça c'est on est dans l'objectif 4, c'est le renforcement des capacités, l'éducation des bases depuis l'école primaire jusqu'à un certain niveau. Vous savez que si vous voulez développer un pays, il faut commencer par l'éducation. Exactement. L'éducation c'est le plus important. Donc moi j'ai vu, les gouvernements avaient raison de mettre en place le cadre institutionnel, le ministère de l'Environnement et Développement durable, parce qu'avec le potentiel environnemental, nous les lions dans le cadre de la diversification de l'économie pour nous amener à
un développement durable. Ça, c'est vraiment excellent, c'est impeccable. Vous avez fait la ronde de la concession. Nous comprenons qu'il sera aussi difficile ou presque impossible de parler de la conservation sans études parce que vous nécessitez de marteler sur ça. Et vous adressez également aux jeunes filles parce que nous savons que nous sommes dans les villages. Ici, par exemple, à Lombe, 14 ans, 15 ans déjà, ce sont des filles qui rêvent au mariage, des filles qui ont des enfants. Vous êtes mère, vous êtes grand-mère. Aujourd'hui, vous êtes la tutelle de l'environnement et développement durable. C'était quoi le message spécifique que vous lancez aux enfants, aux parents, aux jeunes filles et surtout par rapport à l'éducation? J'ai martelé sur les filles parce que éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Une fille, quand elle est mère, c'est elle qui s'occupe de la communauté. Alors nous avons eu la grâce d'avoir la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Vous savez, avec ERA, on va même au-delà de la gratuité de l'enseignement parce qu'il n'y a pas seulement que les enfants étudient gratuitement, ça lutte contre la déscolarisation, mais ERA accompagne aussi à la prise en charge des enseignants, fournitures scolaires, etc. Donc c'est une opportunité de ramener beaucoup plus de filles à l'école parce qu'avant la difficulté c'était on n'a pas assez de moyens, on fait étudier les garçons, les filles sont directement orientées ou vouées vers le mariage ou aider la communauté, etc. Aujourd'hui, c'est des notoriétés publiques que les filles aussi peuvent aider. Surtout, elles sont majoritaires. Quand vous regardez, il y a plus de filles que de garçons. Donc, toutes ces filles-là, si elles étudient, ça va permettre de ne pas avoir des problèmes de déperdition scolaire. Parce que quand elles grandissent à un certain niveau, si elles n'étudient pas, à 13 ans, 14 ans déjà, elles sont prises en mariage. J'ai donné mon propre exemple. Je suis né au village. C'est grâce aux études que j'ai ce niveau où je suis. Et je pense que lorsque les parents me regardent ici avec admiration, ils peuvent aussi regarder leurs enfants avec admiration dans le futur. Parce que quand moi j'étais né, j'ai circulé aussi comme ces petites filles-là. Personne ne pouvait miser sur moi. Donc mes parents ont cru en moi, ils nous ont mis sur le même pied d'égalité, les filles et les garçons, pour aller à l'école. Non, on comprend que c'est possible. C'est possible, c'est vraiment possible. Parce que Maïndombe aussi a une leçon. Nous avons une femme gouverneure ici, donc c'est possible. La première ministre aussi, Madame La première ministre, exactement, dans la République démocratique du Congo, c'est une femme. Là, c'est un coup de chapeau, en tout cas, au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a rendu effectif notre combat. Toute ma vie, je me suis battu pour la promotion des droits des femmes, amener les femmes dans les instances de prise de décision. Nous venons de briser les plafonds de verre à avoir une femme Premier ministre grâce à la vision du chef de l'État qui a cru à la femme dans le cas de la masculinité positive. Et je remercie aussi pour mon cas, à tout seigneur, tout honneur, le président de mon parti, le VPM, Jean-Pierre Bemba Gombo, avait cru à moi. Dans des moments très difficiles, il m'a placé comme secrétaire général de son parti. Je suis le secrétaire général qui a fait longtemps. Ça fait 10 ans que j'ai cette fonction. Maintenant, j'ai mon adjoint qui assume l'intérim. Je suis encore là. Et pour dire que les femmes peuvent faire quelque chose, et il m'a présenté auprès du chef de l'État. J'ai été reconduite au gouvernement 3 fois, vice-premier ministre, ministre d'État en laps de temps, être reconduite 3 fois dans un giga-ministère comme ministère d'Environnement et Développement Durable. Il faut avoir en face de vous des personnes qui croient non seulement à moi comme personne, mais qui croient aussi à la gente féminine de la RDC. Mais est-ce que c'était une surprise pour vous? Bon, pour être à ce niveau-là, ce n'est pas vraiment une surprise parce que j'ai construit ma crédibilité et une certaine discipline que je tire de mon père aussi, c'est mon modèle. Je savais que ça pouvait porter des fruits, mais à aller croire aussi que ça peut porter des fruits comme maintenant, il faut aussi que de l'autre côté, il y ait l'interface qui croit en ça. Parce que je ne suis pas la seule en République démocratique du Congo à avoir certainement certaines qualités, mais celles-là, on ne les a pas encore découvertes. C'est notre rôle aussi d'aller dénicher toutes ces perles-là pour qu'elles soient au service de la nation. Désormais, vous êtes une référence. On va passer à l'éco-créativité. On se retrouve juste après. Éco
créativité. Bongo nga na zwaka soko kina ndako okokuta bateri na ngai okokuta mwa nani pano okokuta mwa mpule na nga na bana tofandi stable na pale soki poko ekomi toza calme nasombela bana bilamba nasombela nasalelaka mpe bana programme ya classe. Le projet ERA nous a fait une œuvre là inoubliable, avec de belles constructions qui se rappellent la beauté de Kinshasa ou la beauté du Canada, on le voit aujourd'hui en Mali. Les bâtiments sont construits à la taille de la ville. Vraiment, je suis envié par les amis préfets pour avoir un tel bâtiment. Je prépare pour avoir 65%. Je souhaite devenir accoucheuse pour aider les mamans. Parmi nous ici, les autres, soit les maîtresses, les préfets, le gouverneur et le président. Moi, je viendrai un journaliste. Asali biso mpe ekola malamu tongwe na mangalala topesi mpe esengo mingi mpo akokisi makambo nyonso. Liboso tobanda kotanga na ekola mangalala totandi baya nzete tofandi soki mokolo mbulu ebeti mwa isu totanga mpo nani baba epoli tablo mpe zimai ndenge lisuta kotanga siko tokomi na ekola manzanza ata mbulu ebeti toza ta kuna te totanga. Alors, Madame Ève, ce projet lutte aussi contre la discrimination. Dans la zone de projet, nous avons aussi les populations autochtones pygmées qui sont prises en charge, des populations autochtones pygmées qui sont présentées sur le plan international comme étant le premier gestionnaire des forêts. Vous êtes ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable. Quelle est l'importance que vous accordez à cette population? Oui, vraiment une très grande importance que j'accorde à cette catégorie, la communauté des peuples autochtones. D'abord, ce sont les premiers citoyens de ces pays. Ce sont des gestionnaires des forêts. Ce sont des personnes qui maîtrisent très bien la forêt dans toutes ses dimensions, dans toutes ses diversités. Donc, c'est pourquoi je les considère d'abord comme propriétaires, ensuite gardiens des valeurs de ces potentiels. Et je me suis toujours battu pour dire que on ne peut pas considérer ces personnes comme étant ceux qui détruisent, mais plutôt comme des protecteurs, l'utiliser. De toutes les façons, de quoi on parle? Lorsqu'on parle de la protection de l'environnement, on ne les protège pas pour les protéger, on les protège pour l'être humain. C'est pour justement cette communauté-là que nous sommes en train de protéger les forêts. Et le gouvernement congolais, vous avez vu, nous les avons protégés d'abord dans la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement. Il y a la loi sur l'autorité coutumière et aussi il y a la loi sur la protection des droits des peuples autochtones. Donc du point de vue cadre légal, tout est mis en place. La Constitution elle-même d'ailleurs, qui est la loi fondamentale, et du point de vue cadre institutionnel, tout ce que nous entreprenons comme travail, nous le faisons en tenant compte de la communauté locale, y compris les peuples autochtones. C'est une fierté, c'est eux qui nous montrent les chemins. C'est eux qui nous montrent les vertus même de la forêt. Il y a la pharmacopée qui est dedans, il y a tout ce qu'il y a comme biodiversité dans la forêt. Et maintenant, notre problème, c'était de leur montrer comment est-ce qu'on peut procéder à l'harmonie entre la forêt et notre vécu quotidien. Et du coup, leur montrer l'importance de l'oxygène pour respirer
et l'importance du pain qui représente en fait l'agriculture, qui représente la pharmacopée, qui représente les tout. Et maintenant, c'est eux qui sont devenus des spécialistes dans cela et c'est une fierté parce qu'eux, ils aiment vivre dans leur habitat naturel. Alors, nous revenons encore sur le marché carbone. Comment il est structuré au niveau de notre pays? Est-ce qu'il y a quand même des instruments aujourd'hui? Il y a des garde-fous, il y a des textes qui essaient quand même de réglementer, de sécuriser ce secteur. Voilà. Et alors, à notre avènement en 2021, on avait trouvé des lacunes dans les cas. Il n'y avait pas de cadre institutionnel ni de cadre légal pour travailler dans le cadre du marché crédit carbone. Là aussi, il faut féliciter sincèrement nos compatriotes de ERA Congo parce que sans loi qui réglemente ces marchés, sans cadre institutionnel, ils se sont lancés dans les projets et ils ont tenu compte du gouvernement de la République. Bon, nous sommes venus régulariser en fait la chose et c'est pourquoi nous avions proposé les projets d'amendement de la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement en y intégrant la donne nouvelle, la donne contribution déterminée nationale, la donne climat, la donne crédit carbone. Et c'est là où il y a un article qui dispose sur la création de l'autorité de régulation du marché des crédits carbone. Et voilà qu'il y a eu cette ordonnance présidentielle qui a promulgué la dite loi conformément à la loi d'habilitation que le gouvernement avait obtenue. Alors nous avons créé aussi l'autorité de régulation des marchés de crédit carbone à travers le décret du Premier ministre que nous avons contresigné et nous attendons la nomination des animateurs par le président de la République. Et après ça, nous avons ce que nous appelons, lorsqu'il y a le processus de crédit carbone, laissez-moi d'abord commencer. Avant d'avoir le crédit carbone, il ne suffit pas d'avoir les forêts pour dire nous avons nos forêts, on va nous payer le crédit carbone. Non, il faut mettre les forêts en programme. La mise des forêts en programme, il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait un investisseur où il y a les vacances des terres, des concessions de conservation. À mon niveau de gouvernement, c'est moins de 300 000 hectares. Je peux donner pas plus. Si c'est plus, c'est dans la loi ou au niveau de la présidence ou c'est au niveau du Parlement. Alors, moins de 300 000 hectares qu'on avait donné à l'investisseur, il faut qu'il ait un titre de propriété, il soit propriétaire. Et il faut que dans ce fonds d'investissement, au départ, 25% de ces fonds d'investissement soient affectés sur des ouvrages sociaux à la population. Et cet investisseur doit parcourir dans cette ère de projet, village par village, communauté par communauté, pour obtenir leur consentement. C'est ce qu'on appelle des clips. Et revenir encore pour les clauses sociales, village par village. Alors, tous ces documents arrivés à notre niveau, nous procédons, nous signons le document d'homologation. L'investisseur paye aussi la taxe de la superficie et on introduit maintenant les inventaires. On procède à des inventaires. C'est très fastidieux. Il faut faire entrer les experts dans la forêt avec extrapolation hectare par hectare pour voir les essences d'arbres, toute la biodiversité qui s'y trouve pour devoir faire les inventaires, la quantification, l'aménagement et tout. Parce que les arbres diffèrent d'un arbre et d'une espèce à un autre par rapport à leur capacité d'absorption, de séquestration des pollutions. Et puis on procède à des calculs, il y a l'expertise qui vient, la contre-expertise, et cela permet à devoir avoir le nombre, en fait, les nombres chiffrés des gaz à effet de serre absorbés et la condensation aussi de l'oxygène dégagé. Et ce sont ces calculs-là qui vous disent que cet espace ici absorbe combien de carbone, de CO2 par an et par hectare. Et c'est à ce moment-là que vous le mettez dans le registre carbone, n'est-ce pas, et que vous les certifiez, vous pouvez amener ça dans votre gibecière, aller au marché des crédits carbone. Une fois, ça c'est un gros investissement qui prend énormément beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de technicité. Ce n'est pas facile et ça vous prend beaucoup de temps. Vous pouvez aller à 2, 3 ans, 4 ans en train d'y travailler. Mais grâce à l'expérience aujourd'hui de ERA qui a un projet pilote, nous sommes en train d'aller à réduire en termes de temps
pour ces recherches-là. On passe au concept vert. Concept vert. Un crédit carbone est un certificat relatif à l'évitement, la réduction ou à l'élimination d'une tonne de dioxyde de carbone, du CO2, ou son équivalent d'autres gaz à effet de serre. Et le partage, comment il est fait, le partage des bénéfices? Alors, lorsque vous vendez, l'investisseur vend le crédit carbone, le montant qui est ressorti, l'investisseur va enlever, donc défalquer tout son fonds d'investissement. Le bénéfice est partagé 50-50, donc à part égard avec l'État congolais. Alors, dans ces bénéfices, la partie de l'État congolais, il y a un arrêté que nous avons signé conjointement avec le ministre des Finances depuis le 15 septembre dernier de 2023. Et c'est cet arrêté qui est en exécution aujourd'hui, où on parle du partage de l'État. Encore là-bas, nous enlevons aussi la quotité de la communauté locale, la quotité de la province, la quotité de l'institution CNRED, le ministère de l'Environnement, qui accompagne la mise des forêts en programme. Parce qu'il faut investir, on appelle ça les fonds d'investissement. Il y a par exemple la direction sur les inventaires et l'aménagement forestier. Il y a d'autres directions, le développement durable, qui ont besoin de l'outil technologique, de quantification, de contrôle, d'aménagement, de beaucoup de choses, tout ce qu'il y a comme technicité. Et enfin, le reste de la quotité entre dans les trésors publics. Mais attention, ces fonds-là qui entrent dans les trésors publics à travers la régie financière, c'est vrai que la loi des finances exige, a les caractères fongibles des mobilisations des recettes de l'État. Ces fonds-là, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas les affecter dans des ouvrages ou des procédés qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et ça va dans les gouvernements, enfin dans les trésors publics, pour aussi aider les autres provinces dans le même cadre des ouvrages sociaux. Parce que les forêts de Mai-Ndombe, c'est vrai, mais ça appartient à la République. Avec les fonds de crédit carbone récoltés dans les Mai-Ndombe, on peut construire une école à Kasumbalesa, on peut construire une école à Mbujimayi, on peut construire une école à Matadi, etc. Alors je vais terminer par cette question. Reconduit à la tête du ministère d'État, ministère de l'Environnement et du Développement durable, c'est quoi la nouveauté que vous allez apporter? Oui, la nouveauté que je vais apporter, d'abord le renforcement de notre capacité. Vous savez, la première étape, ou si vous voulez, la première législature où moi-même j'étais, j'ai eu du gouvernement l'obligation d'amener la RDC dans son leadership naturel, son potentiel. Son potentiel lui accorde une certaine suprématie, une certaine responsabilité pour sauver l'humanité. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, des notoriétés publiques, on ne peut pas aller dans n'importe quel salon, on parle des questions de climat et que la RDC, si elle n'est pas au devant de la scène, mais au centre des préoccupations. Alors, nous avons aussi intégré la donne crédit carbone en République démocratique du Congo où nous avons vendu. Il y a déjà des fonds qui sont entrés dans les trésors publics et la population. Il faut comptabiliser aussi tout ce que ERA a fait pour les comptes de l'État. Est-ce que vous comptez dupliquer cette initiative dans d'autres provinces? J'ai déjà signé 8 contrats. Pour le nord Ubangi, c'est à Businga. Pour le sud Ubangi, c'est à Boudjala et à Kungu. Pour l'Équateur, c'est à Bikoro et à Bassankusu. Pour la Chopo, c'est à Basoko et à Banalia. Nous avons des projets pour le Bazouele, la Mongala, les Mayumbe aussi dans le Congo central, le Sankuru et aussi pour les forêts de Miombo, les Katanga. Mais autre chose, l'environnement est grand. Nous avons des projets par rapport
à la protection de nos ressources en eau, lutter contre la pollution plastique. Il y a aussi la question d'assainissement qui demeure un grand défi à relever. Nous avons déjà signé quelques contrats où il y a des usines de recyclage des déchets, n'est-ce pas, et avec des partenaires qui viennent dans le cadre d'investissement pour l'économie circulaire. Je crois que l'innovation sera dans les cadres de ressources en eau et assainissement. Merci beaucoup, Excellence, de vous avoir prêté à nos échanges. C'est moi qui vous remercie dans ce beau cadre ici de l'Ombe, dans le Mai-Ndombe, territoire de Inongo, nous sommes. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois, ça. Non, pas du tout. Moi, je suis femme de terrain. Je suis tout le temps dans les terrains. Merci de m'accompagner partout. Place à mon idée pour la planète. Mon idée pour la planète.